Le Cercle RH, notre débat quotidien, on parle du partage de la valeur. Alors vous en avez entendu parler un petit peu, mais là vous allez en entendre beaucoup parler parce que le gouvernement entend utiliser ce texte qui est en préparation comme un véritable levier, je dirais, de relance en termes d'image, en termes de politique sociale, de partage des richesses, parce que le débat sur le salaire des grands patrons, sur le pouvoir d'achat et l'augmentation des prix dans l'alimentation, tous ces sujets finalement sont connexes à ce débat sur le partage de la valeur. On va tout vous expliquer avec mes invités, avec une vraie question pour les PME, parce que ce texte va concerner les petites entreprises. Les grosses ont déjà quelques outils, mais les petites vont devoir partager la valeur avec leurs salariés. Myriam de Gaudusson, ravie de vous accueillir. Ravie, avocate en droit social au cabinet Franklin, et on fera le point évidemment sur les questions de droit. Pierre Guillet est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et par ailleurs à la tête d'une entreprise, d'une PME. Tout à fait. Et vous intervenez, je le redis à chaque fois, notamment en milieu carcéral, oui. avec des propos du garde des Sceaux et de Thibault Guilluy récemment. On veut accélérer le travail en maison d'arrêt, en centre de détention. Merci en tout cas d'être là, et vous serez concerné, j'imagine, et vous l'êtes, par cette question du partage de la valeur. Thierry Dangean, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Vous êtes fondateur du cabinet Dangean Associés, et on fera le point avec vous aussi sur le regard que vous portez, l'accompagnement que vous allez faire auprès de vos clients, qui commencent déjà à en anticiper les conséquences. Absolument. Ils se disent, attendez, concrètement, qu'est-ce que je vais devoir payer? Comment ça marche? Il y a un peu d'angoisse quand même là, non? Il y a un peu d'angoisse, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, effectivement, qui se posent réellement la question et qui souhaitent des outils et des expériences vécues pour pouvoir mettre en place des systèmes d'actionnariat au sein de l'entreprise. Même si dans le privé, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui le font. Des actionnaires salariés. Absolument, et qui sont souvent des grandes entreprises. Là, l'intérêt de cette affaire, c'est que ça touche les petites et les petites entreprises. 1 à 49 salariés, on est d'accord? Juste un mot politique, Pierre Guillet, puisque vous représentez, alors vous n'êtes pas un syndicat représentatif, vous êtes une organisation d'entreprise, mais on voit quand même le coup à deux bandes, c'est-à-dire on enjambe les retraites. Et puis l'exécutif dit, attendez, on va régler plein de choses, on va faire une loi travail d'un côté, on va régler le partage de la valeur pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, et puis la France va continuer à marcher sur ses deux jambes. Vous le ressentez, ça, ou pas? Ou c'est plus sérieux que ça? Je dirais, nous, c'est vrai qu'on est déconnectés du cadre politique, en fait, de ces sujets qui sont des sujets qui nous concernent, parce que, en fait, que l'on parle de retraite, que l'on parle de valeur, que l'on parle de travail, plus globalement, c'est vraiment l'essentiel, nous, de notre... C'est votre ADN. De notre ADN. Et on touche du doigt des sujets sur lesquels, nous, on a envie de se positionner, on a envie de donner notre position, parce que, on s'inspire du christianisme social et donc le partage... spécifiquement le partage... Ça vous dit quelque chose, de la valeur. Et évidemment, si on veut être en cohérence avec sa foi, eh bien, le partage de la valeur... C'est naturel. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai message d'espérance que de s'engager dans un partage de la valeur, voire des valeurs, parce qu'on va au-delà d'une valeur financière. Sur les valeurs, en fait, il y a plus que la valeur financière en tant que telle. Ouais, ce mot et là, on a un peu refermé le sujet et le débat autour de quelques mécanismes techniques. Et en fait, on peut aller bien au-delà. Et ça, je pense que c'est intéressant de creuser ça ce matin. Mettons les pieds dans le plat, parce que l'expertise comptable, évidemment, sont en première ligne. Les avocats aussi, consultés par leurs entreprises. Ils ont des filiales, ils ont des petites entreprises. Quand même, il y a un document que j'ai récupéré là, en préparant l'émission, parce que je voulais quand même comprendre comment tout ça marchait. Il y a eu un travail de fait par les syndicats qui ont planché sur ce sujet. Tous n'ont d'ailleurs pas signé le document, mais en tout cas, la CFE-CGC l'a signé. La CFE, dans son document sur ce partage de la valeur, elle dit cet accord dédié principalement aux PME ne doit pas faire oublier que le sujet du partage de la valeur est en priorité un sujet de grandes entreprises. Et écoutez ce qu'elle nous dit, chiffre de l'INSEE, datant de 2020, sur le partage de la valeur. Ce document démontre que les PME versent à proportion de valeur ajoutée identique 46% d'impôts sur les sociétés de plus que les grandes entreprises. Quand je lis ça, je me dis quand même, incroyable, ça veut dire qu'une PME, par l'organisation de sa fiscalité, se retrouve à payer beaucoup plus qu'une grande entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai une petite explication technique. La notion d'épargne salariale, elle a été mise en place pour les entreprises qui disposaient d'un CSE, donc à partir de 50 salariés. On est d'accord. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une flopée de PME qui n'ont pas de dispositif adapté pour bénéficier
de système permettant aux salariés d'avoir de la rémunération Ça, c'est vrai. nette de charges et pour la société nette d'impôts. Donc le coût est lié surtout aux grandes tailles. Donc maintenant, si jamais on adapte la taille, alors il y a des dispositifs qui avaient été mis en place avec les ordonnances Macron Oui. pour permettre de mettre en place des accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés. La participation reste loquée à 50, le PE reste loqué à 50. Donc en fait, il faut élargir ces dispositifs et ces moyens exonératoire aux entreprises de plus petite taille. Oui. Quand même, parce que là je me tourne vers vous, vous avez un réseau international par ailleurs, donc vous avez aussi un regard panoramique sur d'autres pays qui ont peut-être déjà engagé un partage de valeur. Mais en France, là je me tourne vers l'expert, les grandes entreprises, ça c'est un vieux sujet, payent souvent moins d'impôts, entreprises du CAC en particulier, que les PME qui elles étaient à 33, sont passées aujourd'hui à 29 25. Ou à 25, puisqu'on est arrivé à 25. C'est injuste. Et pourtant, on évoque le partage de la valeur en disant à la petite entreprise, bon, écoute, il faut que tu t'y mettes aussi, parce que tout le monde s'y est mis, tu dois y aller. Je prends le problème à l'envers, vous avez remarqué. Alors, la petite entreprise, oui, il faut qu'elle s'y mette. C'est vrai qu'elle paye beaucoup d'impôts par rapport à des grands groupes, parce qu'elle a des dispositifs fiscaux qui sont moins harmonisés, qui sont moins européens. Donc, elle est moins conseillée également sur le plan fiscal. Donc, effectivement, il y a une charge d'impôt qui est importante. Maintenant, le frein important aussi pour ces petites entreprises, c'est qu'il faut ouvrir l'actionnariat, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le stade de l'intéressement, dépasser le stade de la participation. Et ces chefs d'entreprise sont souvent réticents à ouvrir le capital parce qu'ils pensent que le salarié est quelqu'un qui va les embêter sur le long terme. Et donc, il y a beaucoup de freins psychologiques à lever, au-delà de la loi, au-delà de la fiscalité. Thierry, c'est impropre de dire dividende salarial, parce que c'est un peu bizarre ce mot qui est sorti. Parce que partage de la valeur, ça je comprends, mais le dividende salarial, juridiquement, ça n'existe pas. C'est surtout pas. C'est un disons qu'à non-sens. partir du moment... Alors, il y a des sociétés qui ouvrent leur actionnariat d'accord. et leur capital aux salariés. Moi, les exemples que j'ai, ça se passe plutôt très bien. C'est surtout dans des sociétés de gestion et des sociétés financières. Absolument. C'est vrai. Mais ça se passe plutôt très bien. Alors, le dividende, c'est l'inverse du salaire. Le salaire, c'est, dans le code de la sécurité sociale, la contrepartie d'un travail. Le dividende n'est pas lié au travail, elle est liée à la prise de valeur. Je tenais juste à apporter une petite précision. Il y a la prime de partage de la valeur, qui est le projet en discussion, et la prime de partage de la valeur ajoutée, qui permet l'actionnariat et qui est destinée à partager la revente, la plus-value de la revente d'une société. Attends, les syndicats ont bien travaillé sur le partage de la valeur. Tout court. Mais c'est un petit peu compliqué d'utiliser des primes qui ont quasiment... Et en plus, s'ajoute Oui. un travail ou un texte sur le partage de la valeur ajoutée. Oui, je pense que ça peut entraîner pas mal de problèmes. Juste pour passer d'un sujet à un autre, mais restons sur le partage de la valeur, quand même, il y a eu un débat, et vous parliez de la valeur et du partage au sens presque philosophique et religieux, au-delà même de l'aspect purement financier. Il y a eu un débat, et cette question est posée à l'aune de l'augmentation du salaire des grands patrons du CAC. Vous êtes dans votre réseau avec des entreprises de taille moyenne. Est-ce que ça vous choque, cet écart parfois hallucinant entre le plus bas salaire de l'entreprise et ce que peut toucher le PDG d'une entreprise du CAC en rémunération, en variable et parfois même en dividende? Bien sûr, parce qu'en fait, quand on parle de la valeur, du partage de la valeur, c'est ce qui reste. Et ce qui reste après avoir payé, donc vous en parliez, les taxes et impôts, parce que l'entreprise contribue au développement du pays au travers de toutes ces taxes et impôts qui amputent en fait la valeur ajoutée d'une somme très importante. C'est une contribution à la valeur de l'entreprise. Et puis, après, il faut que l'entreprise dégage un bénéfice pour pouvoir partager. Et on y arrive. Au-delà du bénéfice, avant le bénéfice, il y a des salaires indus, injustes. Là, il y a un problème de rémunération juste. Et là, évidemment, nous, ça, c'est des sujets qu'on porte. C'est qu'une rémunération doit être liée à une certaine forme de justice dans l'entreprise. Vous avez un coefficient, le salaire ne doit pas dépasser tant. Alors, il y a eu pas mal de débats sur cette question. Le salaire maximal doit être supérieur à fois 20, fois 30. Enfin, je pense qu'en fait, selon le secteur d'activité de l'entreprise, il peut y avoir des variables un petit peu différentes entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Dans les sociétés financières, je pense qu'il y a peu de très bas salaires qu'on peut trouver par contre dans l'industrie ou dans l'agriculture.
Donc, mais qu'il y ait un rapport et qu'il soit défini, je pense que c'est bien. Et juste. Et je dirais même que ça renvoie au sujet que vous avez commencé un peu à aborder. Quand on parle d'actionnariat salarié, on parle de rapport au risque, en fait. Parce que, en fait, un salarié, il touche un revenu qui est lisible, sauf si l'entreprise est défaillante, évidemment, mais qui est lisible. Invariable, par définition, si l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, il n'y a pas de variable. Et sur un petit salaire, ça a un impact beaucoup plus important. Et donc, après, je pense qu'on en parlera sans doute, il y a ce sujet de l'actionnariat salarié qui nous intéresse beaucoup, puisque très rapidement, mais on a fait une petite enquête parmi nos membres, qui sont plutôt des entreprises moyennes. 60% ont mis en place des dispositifs. Déjà de toutes ces entreprises. Sur ces 60%, il y en a à peu près 90% qui ont mis plusieurs dispositifs en place, et il y en a un quart qui ont mis en place l'actionnariat salarié. Donc, et l'actionnariat en donnant des actions à leurs salariés. Exactement. Et l'actionnariat salarié présuppose, en fait, de l'éducation, de la transparence, et donc une gouvernance qu'il faut là vraiment aborder. Ça, vous l'avez fait, ça aussi. Je donne la parole à Myriam Gaudisson sur l'aspect juridique. On l'a fait chez Dangean Associés, effectivement. On est un des premiers à l'avoir fait dans une profession réglementée, ce qui est énorme. Vous le dites fort justement, l'actionnariat salarié, ça oblige à une éthique dans les affaires, ça une éducation aussi à la discrétion, communication de la marge des affaires vis-à-vis de ses salariés. Évidemment. Et il faut quand même considérer que dans nos entreprises sur tout service, nos entreprises n'existent que grâce à nos salariés. Bien sûr. Donc il faut arrêter de considérer qu'un salarié ne doit pas être un actionnaire. Au contraire. Vous avez vu, on l'a fait basculer sur la valeur ajoutée déjà. On est parti sur la valeur ajoutée. C'est intéressant. Parce qu'on sent bien que chez vous, ce levier aussi de dire vous êtes des acteurs essentiels de mon entreprise et donc de fait, au-delà du salaire, je vous en donne un petit morceau. Vous en êtes aussi un peu les propriétaires. C'est ça le message que je faites passer. Oui. Vous en êtes les propriétaires, vous contribuez à la rentabilité, vous êtes impliqués dans l'entreprise. Donc c'est autant de facteurs qui contribuent à rendre l'entreprise plus vertueuse, plus importante, plus bénéficiaire et utile pour l'ensemble de ses actionnaires. Je me fais l'avocat du diable pour préciser quand même que si ce texte passe, parce qu'il sera débattu à l'Assemblée, il y aura des amendements, enfin, c'est la vie parlementaire, il faut avoir fait 3 ans de bénéfices. On est d'accord, hein, c'est pas à la première année. C'est ça la règle. Hein. Oui, mais c'est assez normal parce que vous ne pouvez pas offrir une entreprise, pardonnez-moi, à vos actionnaires, à vos salariés, si elle n'a pas une certaine linéarité, si elle n'est pas solide, si elle n'a pas des bénéfices suffisants et récurrents sur les années qui viennent. On ne peut pas engager nos salariés dans des combats et dans des entreprises qui seraient défaillantes sur le long terme. Alors, attendez, les députés macronistes expliquent, la majorité, que ça prouve que le dialogue social est fort en France à travers ce texte. Et puis, il y a quand même des députés de l'opposition, notamment Eva Sass, une écologiste, qui quand même pointe du doigt des difficultés sur ce texte, sur le rapport de la valeur. Elle parle des difficultés, notamment liées à l'optimisation de la fraude fiscale. Et c'est en un mot, pour le dire un peu plus directement, tout le monde va avoir intérêt à mettre un peu la poussière sur le tapis pour donner le moins possible. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que je me trompe ou pas, Myriam ? Est-ce qu'il y a des tentatives ou tentations de se dire, nous, on est tout à fait d'accord pour partager, mais pas trop ? Il y aura des dispositifs de contrôle. Comme tout nouveau dispositif, je pense que les inspecteurs auront à cœur de venir vérifier si le texte a été bien implémenté. Il faut savoir que ce dispositif permet aux entreprises de verser sans charge et sans impôt une rémunération aux salariés nette entre 3 000 et 6 000 euros. Est-ce qu'il n'y aurait pas un détournement à terme d'un dispositif de bonus pur et simple qui est soumis à charge et impôt au profit de ce type de dispositif Oui, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire attention à la motivation sur le recours à ce dispositif. Donc un contournement de règles qui normalement seraient chargées en CSG, CRDS, si je comprends bien, et en charge et en impôt, et qui permettrait... Alors, je ne sais pas le chef d'entreprise que vous êtes, et vous êtes tous les deux des chefs d'entreprise très engagés sur ces sujets, mais là aussi sur des questions d'éthique, j'évoquais tout à l'heure la disparité entre ce que payait une petite boîte et les grosses 46% de plus pour les PME. Là aussi, vous dites qu'il faut être vigilant, parce que nous, on est très engagés, on y croit, on a la main sur le cœur. Est-ce qu'il peut y avoir des moments comme ça où on met la poussière sur le tapis pour donner le moins possible ? Dans notre enquête, 60% des dirigeants membres des EDC ont décidé à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle de ne pas se rémunérer pour faire face aux difficultés de l'entreprise. Bon. C'est eux qui se sacrifiaient. C'est eux qui ont décidé de ne pas se rémunérer. Donc, je pense que... C'est très PME, ça, si je peux me permettre. Mais oui, et globalement, toutes les entreprises sont vertueuses et les dirigeants cherchent à contribuer à apporter de la valeur.
et avoir une singularité et réfléchissent à leur raison d'être. Mais il y a toujours des gens qui vont forcément essayer. Et il ne faudrait pas que ce. Elle parle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire de procédés très organisés, structurés par des avocats qui vont organiser finalement le. Pourquoi les grands. Par des avocats. Des avocats, mais bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Pourquoi les très grandes entreprises dégagent plus de dispositifs, mettent en place plus de dispositifs d'intéressement, de participation, et voire d'autres dispositifs? C'est parce qu'effectivement, il y a peut-être de l'optimisation fiscale qui leur permet de maximiser leur rentabilité. Donc forcément, d'avoir plus de capacité à distribuer. Les PME, c'est clair, on paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes, et je dirais ça, c'est un vrai sujet de marge de manœuvre pour pouvoir après redistribuer sous une forme ou sous une autre auprès des salariés. Donc vous nous dites, avant de parler du partage de la valeur, peut-être qu'il fallait réfléchir déjà au montant de l'impôt. Oui, ça aurait été un bon débat. Alors le montant de l'impôt, on peut en discuter, mais il a quand même pas mal diminué ces dernières années. On a quand même un taux, même s'il reste élevé par rapport aux autres pays européens, qui est devenu un peu plus attractif. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est quand même historiquement en haut. revanche, le taux de prélèvement libératoire au sens général est plus important, mais pour nos entreprises, on peut considérer qu'il y a quand même eu pas mal de chemin de fait. Le taux d'impôt société a diminué, on va supprimer la CVAE, on a supprimé la taxe professionnelle, donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Maintenant, la fraude fiscale, effectivement... Enfin, les impôts, les prélèvements obligatoires, enfin les impôts baissent, vous nous le dites et c'est officiel, mais en même temps, les prélèvements obligatoires continuent à progresser. Enfin, je cherchais l'erreur. Sur les personnes physiques, effectivement. Bah oui. On a essayé quand même de sauver un peu nos entreprises. Et on peut dire que ça fonctionne. Maintenant, il y aura toujours un peu de fraude, mais je crois que quand on met en place des systèmes d'intéressement, quand on met en place des systèmes de participation obligatoire ou d'un actionnariat, je veux dire, ça nous rend vertueux obligatoirement. Oui, puis vous gardez vos collaborateurs aussi, parce que on les fidélise. On l'a pas dit, mais c'est ça la finalité quand même. Oui. C'est de se dire. C'est des convictions, ça fidélise les collaborateurs, ça permet d'attirer des talents, et puis surtout, ça vous oblige à rendre compte de la marge de vos affaires. Ouais. Et c'est ça qui est vertueux, c'est que vos salariés, vos actionnaires, ils vous suivent, ils comprennent ce que vous faites, ils adhèrent à votre stratégie. Du coup, l'entreprise est propulsée. Ils sont dans le cœur du réacteur de l'entreprise et ne sont pas exclus de prise de décision, tout en gardant l'éducation que vous évoquiez. C'est important quand on est actionnaire, il y a quand même une confidentialité, il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on garde. Avant de nous quitter, quand même, Myriam, vous avez dit un truc très intéressant, il y a le partage de la valeur. Ça, c'est le dossier très médiatique porté par Bruno Le Maire et le président Macron. Puis il y a le partage de la valeur ajoutée. Ça, il va arriver comment? Ça, vous avez des infos? Oui, alors c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. On l'utilise généralement lorsqu'on opère une opération de LBO, de private equity. Leverage buy. Tout à fait. Donc là, il y a une prise de valeur de la société. Si la société, enfin les actionnaires, dégagent une plus-value, dans le cas de la revente de leur structure, ils ont le droit de donner une partie de cette plus-value et de la partager avec les salariés. Et c'est un dispositif qui est très intéressant puisque précédemment, des sociétés le faisaient, mais sous forme de prime, donc chargée et imposée. Donc là, c'est avec ce nouveau dispositif, c'est un vrai partage de la prise de la valeur ajoutée de la structure. En cas de reprise, par exemple. Oui, en cas de revente. Qui permet, en revente, mais qui permet aussi aux salariés de pour pouvoir les remercier éventuellement... pour tout le travail qu'ils ont effectué. Bénéficier de la plus-value. Ouais. Et de la plus-value. C'est vrai que c'est peu usité et peu répandu. Et en fait, il faut avoir une vision globale de tous ces systèmes-là. Pierre Guillet, 15 secondes, on est en retard, mais je vous donne la parole. Un autre dispositif qui n'est pas légal, mais que 46% des membres des EDC pratiquent, c'est le don des œuvres, tout simplement. Une philanthropie directe. En accord avec les salariés, voire l'embauche d'une personne fragile qui n'est pas nécessaire à la production, qui n'est pas nécessaire, mais qui donne de la cohésion. Et ça... Et de la valeur. Et de la valeur. Partager. Évidemment. Et alors, évidemment, ça va diminuer le résultat, ça va diminuer la capacité à distribuer. Mais par contre, on partage autre chose. C'est ça, les valeurs, en fait. La notion de valeur hors financière. Exactement. Les valeurs intérieures des êtres humains. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On en saura plus probablement la semaine prochaine, puisque Elisabeth Borne va faire des annonces concrètes sur tous les sujets qui ont été portés dans l'allocution du président Macron. Merci Myriam de Gaudisson, cabinet Franklin, avocate en droit social. Merci à vous Thierry Danjean. Cabinet Danjean et Associés, cabinet international, faut-il le rappeler. Combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit? 200 à peu près. 200 collaborateurs et donc actionnaires. Alors oui, tout le monde est actionnaire. Tout le monde est actionnaire. Et Pierre Guillet, président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à la tête d'entreprise, est très engagé, évidemment, je le redis, dans l'accompagnement des détenus salariés et qui travaillent en détention. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi.